Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour la conférence entre colonisation et lutte sociale, comment notre rapport aux animaux impacte le monde. Cette conférence est organisée par le groupe Conditions Animales de la France Insoumise. Le groupe Conditions Animales, nous sommes rattachés à l'espace programme de la France Insoumise. Nous sommes en charge avec les autres groupes thématiques de rédiger le programme pour chaque échéance électorale, présidentielle, municipale, etc., sur nos groupes thématiques et nous sur le sujet évidemment des animaux. En plus de l'élaboration du programme, nous organisons également des événements ou des conférences un peu partout en France. Nous sommes en soutien aux associations et nous gérons également les réseaux sociaux de la France Insoumise pour tout ce qui concerne les animaux. Et nous collaborons avec les élus locaux ou nationaux ou européens pour tout ce qui traite également des animaux. Ce sujet, le sujet de la condition animale, très souvent il est considéré ou traité comme un sous-sujet, surtout politiquement, alors que pour autant c'est un sujet qui est totalement transversal et qui est intersectionnel par essence et qui est éminemment politique. Et notre rapport aux autres animaux, puisque nous en sommes aussi, aux autres animaux, nous renvoie au rapport de domination, de discrimination et de lutte sociale et vient interroger notre vision du monde. Ce soir, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités pour un plateau 100% féminin, très bien, avec Kawtar Archi. Kawtar, tu es écrivaine et sociologue, autrice du livre Ainsi l'animal et nous, qui a été lauréat du prix littéraire de catégorie essai des Inrecuptibles. Sandra Guimarães, autrice brésilienne, militante anti-oppression, cofondatrice de l'UV, qui est l'Union végane d'activisme, un réseau antispéciste, anticapitaliste brésilien fondé entre les 2 tours de l'élection de Bolsonaro au Brésil dans le but de combattre le fascisme. Et Emma Fourreau, députée européenne de la France Insoumise, particulièrement engagée pour la défense de l'océan, des droits des animaux, du féminisme et contre le fascisme. Avant de commencer cette conférence avec les invités, je vais juste vous définir 2 mots parce que certains vont les connaître parfaitement, d'autres ne les auront jamais entendus peut-être de leur vie, de manière à ce que vous compreniez bien de quoi on parle. On va parler de sentience par moment. La sentience, c'est un mot scientifique qui désigne la capacité pour les êtres vivants d'éprouver des choses subjectivement, pour nous, pour les animaux, d'avoir des expériences vécues, on vit notre vie à la première personne, ce qui nous arrive nous importe, nous ressentons la peur, la joie, la douleur, la souffrance, et ça on le partage avec les animaux. Également, on va parler de spécisme et d'antispécisme, et l'antispécisme c'est l'opposition au fait de considérer que le critère de l'espèce est un critère pertinent pour établir ou non la considération que l'on peut accorder à un individu ou à un groupe d'individus. Et l'antispécisme s'inscrit totalement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. On va commencer avec Kawtar. Dans ton livre Ainsi l'animal et nous, tu évoques les différents rapports de domination, comment ils sont tous articulés entre eux et reliés à la question de notre rapport avec les autres animaux. Et tu dis aussi dans le livre Littérature et Révolution que tu as écrit avec Joseph Andras, qu'être de gauche, c'est ne perdre personne. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents et merci à Galia et à toutes les personnes qui ont contribué à nous faire échanger ce soir. Je suis très contente d'échanger avec mes deux camarades. Oui, effectivement, dans ce texte avec Joseph Andras, on revient sur la question de la gauche, des gauches, on revient sur le sens de l'écriture, sur le sens de la publication, sur le sens des combats qui sont les combats contemporains. Et tu as raison de le souligner, j'ai défini le fait d'appartenir à la gauche, le fait de se revendiquer de gauche, le fait de prôner des valeurs comme celle de l'égalité, de la justice sociale, de la solidarité, le fait de ne perdre personne. Je dis aussi parfois le fait de cesser de perdre des mondes et de perdre du monde. C'est vraiment une manière de
rappeler à quelle fois les questions qui sont les nôtres aujourd'hui, et tout particulièrement celles de l'antispécisme, sont des questions qui relèvent des paradigmes de la vie et des paradigmes de la mort. Non pas dans une perspective essentialiste ou dans une perspective évidemment ésotérique ou autre, mais vraiment au sens politique le plus fort du terme, qui est autorisé à poursuivre sa vie dans un monde confortable, dans un monde plaisant, dans un monde agréable, et qui au contraire doit sacrifier sa propre vie, qui doit être tué, assassiné, massacré, pour que d'autres puissent perpétuer des expériences de plaisir, de satisfaction, de consommation et de jouissance. Donc la question animale est une question absolument centrale. Et dans le texte, évidemment, Ainsi l'animal et nous, j'essaie de rappeler à quel point cette question est présente dès lors que l'on observe des phénomènes de colonialisme, dès lors que l'on observe des phénomènes de domination masculine, dès lors que l'on observe des phénomènes de capitalisme, de violence d'exploitation des corps et de la force de travail. La question du spécisme se pose, parce que notre monde se divise non pas entre des animaux et des humains, mais notre monde au contraire se divise entre des êtres animalisés. Les animaux sont des êtres animalisés. On parle de l'animalisation des animaux, et des êtres humanisés, des êtres qui ont pu rejoindre, en raison d'un certain nombre de capacités, d'un certain nombre d'éléments liés à leur apparence, le pôle de l'humanité. Donc c'est vraiment la première chose que je voudrais dire pour lancer cette réflexion. Quand on qualifie un être d'animal ou d'humain, on ne procède pas simplement à un geste descriptif, on ne fait pas simplement que distinguer un être qui aurait des nageoires d'un être qui aurait des jambes, mais en fait on est déjà en train de produire de la normativité. Autrement dit, être animal ou être humain, c'est déjà occuper une position politique dans le monde, c'est déjà être pris dans un rapport de pouvoir, et le spécisme, c'est exactement ça. Le spécisme, c'est une relation de pouvoir inégalitaire entre des individus selon le critère de l'espèce et selon la pertinence morale qui est attachée. Donc la gauche doit absolument se saisir de cette question. Et tu parles même de frontières de l'humanité, et notamment avec le cas du ministre israélien donc, qui avait traité donc, les Palestiniens d'animaux. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette frontière de l'humanité et de l'animalité ? Oui, comme je le disais, en fait, notre monde est vraiment constitué de processus constants, à la fois l'animalisation des animaux, de laquelle dérive l'animalisation d'une partie des humains par d'autres humains, et des processus d'humanisation. Donc en fait, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, au regard d'un certain nombre de paramètres, de coordonnées sociales, de propriétés sociales, distribués avec une proximité ou au contraire avec une distance plus ou moins forte de ce pôle d'animalité que les féministes ont pendant très longtemps nommé le pôle de la nature, le monde naturel, la nature des femmes, etc. Et le monde qui serait au contraire celui de la culture, celui de la civilisation, celui de la rationalité, etc. Donc à partir du moment où on rattache les questions du spécisme et les violences que subissent les êtres distingués selon leur appartenance d'espèce avec une implication morale, on se rend compte très rapidement que l'animalité et l'animalisation, c'est un moyen, c'est une justification politique qui permet immédiatement de faire subir à des individus à peu près tout, c'est-à-dire à peu près tout le pire qu'on peut imaginer. Alors, on peut remonter à la fois très très loin dans l'histoire. Dans le livre, je remonte jusqu'au début du XVIe siècle, les conquêtes coloniales des Amériques, mais on peut être aussi extrêmement proche, on peut être dans notre monde contemporain le plus puissant, et se souvenir qu'effectivement, quelques jours après le 7 octobre, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a pris la parole et a annoncé de manière extrêmement claire et sans aucune difficulté, sans aucune forme d'ambivalence, que les Palestiniens étaient des animaux humains. Et il ajoute un élément qui est absolument fondamental dans la logique d'animalisation du peuple palestinien, et nous allons agir en conséquence. Les Palestiniens, les habitants de Gaza, les habitantes de Gaza sont des animaux humains, et nous allons agir en conséquence. Cette expression-là, nous allons agir en conséquence, c'est l'annonce génocidaire, c'est l'annonce du génocide colonial
qui va être perpétué, et qui est perpétué bien évidemment dans un contexte de colonialisme, dans un contexte d'impérialisme avec le soutien des puissances occidentales comme nous le savons. Mais je pense que c'est extrêmement important de percevoir aussi à quel point, dans ce moment-là, dans ce temps-là de notre histoire, le spécisme est aussi là. C'est bien parce qu'on considère l'animalité comme un état inférieur, comme un état infamant, comme un état qui mérite, entre guillemets, d'être éloigné de toute forme de considération morale et de toute forme de communauté morale et éthique, qu'il est possible pour l'État israélien de faire chuter, de faire tomber le peuple de Palestine dans cette catégorie et de lui faire subir par la suite, à la fois de manière impunie et à la vue et à la vue de tout le monde, le génocide dont ils ont été victimes et dont ils continuent à être victimes jusqu'à ce jour. C'est pour ça que je dis toujours que le spécisme est absolument partout. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est apprendre à le percevoir, c'est apprendre à voir à quel point cette distinction entre qui sont les humains et qui sont les animaux concerne bien évidemment les espèces animales dans leur rapport à l'espèce Homo sapiens, mais concerne aussi la communauté Homo sapiens en son propre corps, en son propre cœur. Donc c'est la question du pouvoir qui est ici, à mon sens, vraiment centrale. Merci. Et Sandra, donc toi tu es brésilienne. Peux-tu nous expliquer en quoi notre rapport aux animaux ici en Europe impacte, et notamment avec l'élevage, impacte la vie des habitants et des habitantes au Brésil? Tu parles notamment de colonisation par l'assiette. Donc en quoi ça consiste et en quoi l'élevage est un outil de colonisation? Merci. Je suis vraiment contente d'être là avec des personnes que j'admire beaucoup. Et merci d'être là, vous aussi. C'est touchant. Avant de parler de la colonisation par l'assiette et de comment notre rapport aux animaux ici ont un impact sur mon monde, Kauta t'a dit tout à l'heure, ne pas perdre de monde. Je viens d'un monde qui est en train de s'effondrer. Mon monde se perd là. J'étais quelques mois en Amazonie l'année dernière. Je viens du Brésil, pas de l'Amazonie, je viens du nord-est du Brésil, mais j'étais en Amazonie l'année dernière pour faire un projet. Et c'est très dur de voir autour de toi vraiment l'effondrement. Ici, on parle de l'effondrement, là-bas, on le vit dans sa peau. J'ai vu la forêt brûler, j'ai vu des animaux mourir, des personnes aussi qui ne peuvent plus vivre selon leur mode traditionnel. En 2023, on a eu la pire sécheresse de l'histoire en Amazonie. L'année dernière, 2024, la sécheresse était encore pire. Le niveau des fleuves est tellement bas maintenant que la mer rentre dans les fleuves. Et les fleuves en Amazonie, c'est les plus grands fleuves au monde. On parle de l'Amazone, qui a de l'eau salée qui rentre tellement le niveau est bas. Sans parler de tous les animaux qui sont morts parce que l'eau est trop chaude. Maintenant, l'eau est à 37 degrés. Ou bien il n'y a pas assez d'oxygène aussi parce que le niveau est vraiment bas. Donc, c'est vraiment depuis l'effondrement du monde que je vous parle ce soir. Et cet effondrement-là, ça s'inscrit dans un projet, dans une continuité qui a commencé, ce projet-là a commencé il y a 5 siècles, en 1500 pour être précise, quand les territoires qu'on connaît aujourd'hui comme Brésil ont été envahis par les Européens. Et donc, 1500, on a le premier document écrit par les colonisateurs qui a été envoyé au Portugal, la lettre de Peru Vaz de Caminha, qui était le secrétaire de Cabral, qui était le Portugais qui a envahi le premier le Brésil, et il raconte ce qu'il a rencontré. Et c'est intéressant parce que à ce premier document européen qui raconte comment c'est le Brésil, ce territoire-là, qui ne s'appelait pas encore Brésil, on parle déjà de comment il n'y avait pas de vaches, ni de cochons, ni de moutons, ni de chèvres, ni de poulets, que les peuples indigènes n'élevaient pas d'animaux, donc il n'y avait pas la domestication, ça c'est un concept qui n'existait pas, c'était une pratique qui n'existait pas. En plus, évidemment, de la marchandisation de la vie et de la propriété privée, les indigènes chassaient, pêchaient, mais ne domestiquaient pas d'animaux. Et donc, ces animaux domestiqués, là, les vaches, les chèvres, les cochons, les poulets, n'existaient pas là-bas.
Et le secrétaire de Cabral continue en disant « Et ces peuples ici se nourrissent d'igname, des fruits, de ce qui pousse sur les arbres. » Donc déjà, on sait que l'alimentation traditionnelle était très végétale et surtout, ça c'est important, que ces animaux-là, les animaux d'Aba, n'existaient pas. Là-bas, ils ont été amenés ensuite très vite par les colonisateurs qui voulaient non seulement continuer à manger ce qui était considéré comme de la vraie nourriture, parce que l'igname, le manioc, tout ça, c'était pas de la vraie nourriture, mais aussi, très vite, l'exploitation animale va devenir un outil d'expansion territoriale. Donc, au tout début, on avait les usines à sucre sur la côte brésilienne, mais petit à petit, la colonisation est allée vers l'intérieur de terre à travers toujours l'exploitation animale. Donc, dès le départ de la colonisation, l'espace est organisé sous 3 piliers principaux. Les grandes propriétés terriennes, donc on appelle latifundio, les grandes propriétés foncières. La monoculture vers l'exportation, ça c'est important aussi, la monoculture vers l'exportation, et ensuite l'esclavage. Donc on a ces 3 piliers qui continuent pendant très longtemps. Et si on a pu coloniser une grosse partie de ce qu'on appelle le Brésil aujourd'hui, il y avait un coin qui est resté moins colonisé. Et ça, c'est un projet que, une fois qu'on a expulsé, on va dire, les colonisateurs européens, le projet colonial a été poursuivi, cette fois par les héritiers des colons, on va dire, donc l'élite locale blanche, qui sont allés ensuite coloniser l'Amazonie. Donc, si on pense aux années 60 au Brésil, on a eu un coup d'État, 1964. Le président de l'époque, João Goulart, avait comme base de son programme la réforme agraire. Parce que depuis le temps de la colonisation, on n'a jamais eu de politique de réforme agraire. Donc, cette organisation spatiale, il y a des grandes propriétés, n'a jamais changé. Je pense que vous pouvez pas vous rendre compte de l'étendue de terre au Brésil. On a le plus grand propriétaire terrien qui dit avoir plus de 12 millions d'hectares. 12 millions d'hectares. Donc, on a vraiment des propriétés immenses. Et donc, le président João Goulart, en 64, a dit, voilà, on va changer, on va faire une réforme agraire. Et qu'est-ce que se passe en 64? Eh ben, un coup d'État. Et ensuite, c'est les militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont poursuivi ce projet, cette fois-ci en Amazonie. Donc, c'est dans les années 70 que la colonisation d'Amazonie a commencé avec l'élevage. Et c'est un projet qui est toujours en cours. Aujourd'hui, plus de 20% du territoire brésilien a été transformé en pâturage. Et pour vous donner l'échelle de ce que ça veut dire 20% du territoire brésilien, ça fait presque 3 fois la France hexagonale. Et quand je dis pâturage, c'était des forêts avant, ça a été déforesté pour le pâturage. Et on a presque 5% du territoire qui a été converti en monoculture de soja. Et ça équivaut à peu près à une Italie, un peu plus d'une Italie. Donc, quand je dis que aujourd'hui les éleveurs sont les héritiers des colons, c'est parce que ça s'inscrit dans cette continuité-là. C'est le même projet. Les personnes en charge ont un peu changé, mais c'est le même projet. Et quand je parle de la colonisation par l'assiette, il y a ces 2 sortes de colonisation. Là-bas au Brésil, parce qu'à partir du moment où les colonisateurs ont envahi le territoire, ils ont hiérarchisé les peuples, mais aussi la nourriture. Donc la nourriture végétale qui est inférieure, la nourriture animale qui est supérieure. Les gens qui mangent la nourriture végétale, donc les indigènes qui sont inférieurs, et puis les colons, les forts, ceux qui mangent de la viande. Et ils ont réussi à nous convaincre de ça. Donc le projet colonial est un projet vraiment totalitaire, totalisant, et c'est un projet d'oubli. Il te fait oublier qui tu étais, ce que tu mangeais. Et quand on a commencé à oublier ce qu'on mangeait, et on a commencé à manger comme les colons, on a aussi oublié qui on était. C'était vraiment très difficile d'être en Amazonie l'année dernière, et j'étais dans une réserve écologique, vraiment au milieu de l'Amazonie. C'est dans l'état de l'Acre, c'est pas loin de la Bolivie et du Pérou. Et là, vraiment au milieu de l'Amazonie, sur une terre protégée,
des peuples traditionnels, du coup pas des indigènes, mais des collecteurs de caoutchouc. Ça fait partie des groupes des peuples traditionnels au Brésil. Et les personnes là-bas nous ont expliqué que être appelé seringueiro, qui veut dire collecteur de caoutchouc, ou bien indigène, c'est une insulte. Et que le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de dire « Ah, tu ressembles à un éleveur ». Donc voilà, quand on a commencé à manger comme le colon, on a commencé à penser comme le colon aussi. Et c'est pour vous donner l'idée d'où on est aujourd'hui, donc ce projet qui dure déjà 5 siècles. Le Brésil est aujourd'hui le plus grand exportateur de poulet, de viande de vache et de soja au monde. Vraiment, on est le 5e plus grand producteur d'aliments au monde, alors qu'on a une grosse partie de la population qui souffre de la faim, qui est en situation d'insécurité alimentaire, parce que on est toujours dans ce modèle colonial de monoculture pour l'exportation. Donc on exporte beaucoup de soja, notamment pour l'Union européenne. C'est la 2e plus grande acheteuse de soja du Brésil. Donc ça, c'est l'autre côté de la colonisation par l'assiette. On nous a colonisé de l'intérieur, depuis l'estomac, mais ici, par les habitudes alimentaires des personnes en Europe, on participe à la colonisation du monde, là-bas, de mon monde, ce monde qui s'effondre. Donc 60% du soja qu'on donne aux animaux en France vient du Brésil. Quasiment tous les poulets en France sont nourris au soja brésilien, le saumon aussi, les vaches aussi, surtout les vaches laitières. Donc quand on mange des produits d'origine animale ici en France, on mange en bout de la forêt aussi avec ces produits, et c'est ça que j'appelle la colonisation par l'assiette. Et c'est tellement immense et les personnes ne se rendent absolument pas compte. Donc c'est vraiment triste de voir que les gens peuvent parler de lutte décoloniale, mais sans se rendre compte que 3 fois par jour, ils participent, ils renforcent le projet colonial. Il et elle renforcent le projet colonial 3 fois par jour quand on mange. Donc ça, ce que vous appelez un régime traditionnel français ou un régime traditionnel européen, moi j'appelle un régime de colonisation. Et c'est impossible, il est impossible d'avoir autant de viande, autant d'œufs, autant de produits laitiers dans l'assiette ici, sans coloniser l'autre partie du monde, la partie sud du monde et surtout le Brésil. Merci. Et juste, est-ce que tu peux repréciser, parce que tu ne l'avais pas totalement évoqué, mais le lien aussi avec le mouvement des travailleurs sans terre avec qui tu as collaboré. Je pense qu'il y a un problème avec ce micro. Je vais m'avancer. Et notamment, ce que tu me dis sur le sujet de la pâte de la vache et le lien donc avec le MST. Le mouvement de travailleurs et travailleuses sans terre, qu'on appelle le MST, c'est le plus grand mouvement social d'Amérique latine. Et je disais que un des plus grands problèmes du Brésil, qui a 3 côtés. Le premier, c'est la concentration foncière. On n'a jamais eu de politique de réforme agraire. Le mouvement des paysans sans terre demande justement une réforme agraire populaire. Donc c'est une façon de s'organiser pour mettre de la pression au gouvernement pour faire un partage de terre. Et dans le MST, on dit toujours que le plus grand ennemi des paysans et paysannes au Brésil, c'est la pâte de la vache. D'un côté, parce que donc après la fin de la dictature, en 85, on a commencé la période de redémocratisation du Brésil, et en 1988, on a écrit une nouvelle constitution. Pour la première fois dans l'histoire du Brésil, non seulement les droits des peuples indigènes étaient dans la constitution et le droit à leur terre ancestrale, mais aussi la terre, c'est inscrit dans la constitution que la terre doit avoir une fonction sociale. Donc elle doit servir à produire quelque chose. Et donc les terres qui ne sont pas utilisées peuvent être partagées pour faire la réforme agraire. Et c'est ça que le MST fait. Mais qu'est-ce que les éleveurs ou les grands propriétaires terriens font? Ils lâchent quelques têtes de vaches sur des vastes étendues de terre. Comme ça, les terres ne sont pas improductives. Ça rentre parce qu'au Brésil, on élève à peu près 1,5 vache par hectare, maintenant, au plus 2 vaches par hectare. C'est la moyenne de l'élevage en extensif. Donc il suffit de mettre 1 vache ou 2 par hectare
pour que le gouvernement considère que tes terres sont productives. Et du coup, tu gardes toutes ces étendues-là, soit pour élever du bétail, soit pour faire de la spéculation immobilière. Et la deuxième raison pour laquelle le MST dit que la patte de la vache, c'est le plus grand ennemi des paysans et paysannes, c'est que une fois qu'on a élevé des vaches sur les terres au Brésil, donc je vous ai dit que les vaches ont été amenées par les colonisateurs. On n'a pas des herbivores de cette taille, on n'a pas l'herbe pour nourrir ces herbivores, c'est aussi importé. On n'a pas le sol n'a pas la structure pour soutenir ce genre un animal aussi grand. Donc, quand on fait de l'élevage au Brésil, la patte de la vache va compacter le sol et pendant très longtemps après, rien ne va pousser. Donc, même si une fois que les paysans et les paysannes arrivent à avoir l'accès à la terre, c'est très dur de planter, de vivre de la terre, de vivre de sa plantation, parce que la terre, pendant des années, elle devient stérile à cause de la patte de la vache. Emma, donc on a entendu Sandra, donc notre consommation de viande, notamment en Europe, elle participe donc à la destruction de l'Amazonie, à l'accaparement des terres, à la colonisation donc des territoires indigènes. Et donc toi, tu es élu au Parlement européen. Et là-bas, donc l'extrême droite y est très forte. Hein, ils sont très nombreux en termes d'élus et ils essaient de se faire passer régulièrement, alors pas toujours avec succès, mais pour des défenseurs de la cause animale. Et notamment le commissaire européen qui vient d'être nommé, Oliver Varhelyi, c'est comme ça qu'on dit, Varhelyi, et le représentant donc, de Viktor Orban, donc le premier ministre hongrois donc d'extrême droite. Donc, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience là-bas par rapport à cela ? Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Galia, pour la question. Je suis très heureuse d'être avec vous et aux côtés de mes camarades pour aborder cette question ô combien nécessaire, puisque, évidemment, ces mois à venir, mais ces années à venir, l'un des combats les plus déterminants qu'on va avoir à mener, qu'on doit mener, c'est la lutte contre l'extrême droite, c'est la lutte contre son expansion, à la fois ici en France, mais aussi en Europe et à l'international. Et ce combat contre l'extrême droite se joue aussi au niveau de l'émancipation des animaux. Et on doit être particulièrement vigilant sur ce sujet parce que l'extrême droite instrumentalise tout un tas de luttes pour à chaque fois servir un agenda raciste. Ils le font avec les animaux, mais ils le font aussi sur d'autres questions, notamment sur les luttes féministes. On le voit par exemple avec le collectif Némésis, qui va instrumentaliser et vider de sa substance nos luttes féministes pour viser une catégorie très particulière de la population, à savoir les personnes racisées et les personnes immigrées, en prétendant qu'aujourd'hui, ce qui met en danger les femmes au quotidien, c'est l'immigration, comme si ce n'était pas une question de société patriarcale, de culture du viol. Ils vont effacer tout ça pour faire porter le chapeau à certaines personnes, alors que le problème, c'est les hommes, point. C'est pas l'homme noir, c'est pas l'immigré. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord dans cette salle. Mais du coup, ils font la même chose avec la question animale, pour, encore une fois, taper sur les personnes racisées, sur les personnes immigrées, notamment avec la question de l'abattage rituel. Moi, peu importe le poste que je vais faire, le sujet que je vais traiter en lien avec la cause animale, ils ne vont jamais parler de ça, ils vont dire « Et alors, t'en penses quoi de l'abattage rituel ?» Ils n'ont que ça à la bouche. Là, par exemple, j'ai participé à une action avec L214 contre le transport maritime de veaux, puisque aujourd'hui, on a des veaux qui traversent qui passe en fait de l'Irlande jusqu'en France, donc pendant 18 heures, sans eau, sans nourriture, sans rien, alors qu'on parle de bébés, donc c'est de la maltraitance animale, c'est même illégal du point de vue européen. Mais ça ne leur pose aucun problème. Et par ailleurs, le RN n'a jamais rien voté en faveur de l'amélioration, ne serait-ce que de l'amélioration des conditions de transport des animaux. Par contre, l'abattage rituel, j'ai que ça en commentaire de la part de l'extrême droite. Il faut pas être naïf. Ça, c'est justement pour estimer que les personnes musulmanes sont des personnes sauvages, barbares, qui maltraitent les animaux, alors qu'en fait, ce qui est terrible, c'est l'abattage, point. C'est hyper hypocrite, en fait, de dénoncer l'abattage rituel, donc un abattage sans étourdissement, alors qu'en réalité, la plupart des abattages se font sans étourdissement parce que le matériel, de toute façon, il dysfonctionne. Les pinces à électronarcose, combien de fois on voit dans les enquêtes L214 qu'elles ne fonctionnent pas? Donc, dans tous les cas, c'est l'horreur. Donc que ce soit à l'abattage rituel ou non, c'est la même chose et c'est une hypocrisie en fait de la part du RN parce qu'il ne se prononce pas sur l'abattage de manière générale. Et on va avoir par exemple Bardella, donc qui est le président du groupe Patriote au Parlement européen, qui va nous dire au nom de la dignité animale, j'interdirai l'abattage rituel. Mais est-ce que au nom de la dignité animale, par exemple, il se prononce contre la corrida? Ben non. Au Parlement européen, quand on regarde les votes,
il vote contre la fin des subventions aux élevages de taureaux destinés à la corrida? Est-ce qu'il va dire qu'au nom de la dignité animale, il s'oppose aux pires pratiques de la chasse? Non, parce que quand il faut voter pour interdire la chasse, ne serait-ce que le week-end, eh bien, il vote contre. Est-ce que, par exemple, il va se prononcer contre le gavage des oies et des canards pour faire du foie gras? Non, il s'est prononcé contre l'interdiction de cette pratique. Donc, évidemment, on voit là toute l'hypocrisie, parce que la seule chose qui les intéresse, c'est de stigmatiser les personnes racisées, c'est de leur faire porter le chapeau de tous les problèmes dans ce pays. Et donc, évidemment, c'est des obsessions identitaires raciales, et c'est pas du tout une considération pour les animaux. Et je voudrais ici aussi quand même souligner mon désaccord avec une partie des mouvements écologistes et animalistes qui vont considérer que c'est une avancée si l'extrême droite se met à parler de la cause animale. C'est pas une avancée. En fait, l'extrême droite, elle doit disparaître. Elle doit pas parler de tous les sujets. En fait, il faut arrêter avec justement leurs idées, et donc ne pas les nourrir en leur disant c'est quand même bien, ils parlent quand même de ce sujet. Non, parce qu'on sait d'une part que c'est instrumentalisé, et c'est notamment pour ça que moi, comme je siège en commission environnement et qu'il y avait une sous-commission qui s'appelait la commission santé, et que justement le commissaire Varelli, il est commissaire pour la santé et pour les animaux. Donc super, on lui a donné un portefeuille super important, donc parce que la santé, ça concerne notamment les droits sexuels et reproductifs, et ils sont évidemment en Hongrie opposés aux droits des femmes, opposés aux droits à l'IVG, etc. Mais donc traditionnellement, en fait, on auditionne ce commissaire, on devait lui poser des questions. Moi, je lui ai pas posé de questions. Parce qu'en fait, je n'attends rien de cet homme-là. J'ai des collègues qui lui ont demandé alors, c'est quoi votre rapport aux animaux? Je m'en fiche de son rapport aux animaux. Déjà, quand on regardait son CV, il n'en avait rien à foutre des animaux. Mais même si c'était le cas, ça ne m'intéresse pas parce qu'on ne lutte pas avec l'extrême droite, ni pour les animaux, ni pour toutes les questions d'émancipation, parce qu'ils ont toujours été contre l'égalité. Donc que ça concerne les femmes, les personnes racisées, les minorités de genre, les personnes en situation de handicap, les personnes précaires, ils ont toujours lutté contre toutes ces catégories de population, donc c'est la même chose pour les animaux. Donc dans mon intervention, j'ai traité de fasciste, de misogyne. Il m'a dit non, je suis pas misogyne, j'ai une femme et des filles. Bon, on voit le niveau, littéralement, hein, donc on voit le niveau d'argumentaire. Et donc, en plus, quand il ne s'agit pas de s'en prendre aux musulmans, ils vont avoir un discours très lisse sur la condition animale. On va voir Marine Le Pen qui va pour se prendre en photo avec ses chats. Donc, en fait, quelque chose de très consensuel qui voudrait la rendre sympathique. En fait, ça participe un petit peu à la dédiabolisation du RN, à la normalisation, parce que comme un chat, c'est mignon, peut-être qu'on peut se dire, ah, Marine Le Pen, du coup, elle est sympa aussi. Mais non, en fait, ça ne marche pas. Faut pas être dupe et faut vraiment faire attention à ce que ça ne se normalise pas. On n'est déjà pas aidé par les médias qui, évidemment, normalisent à grande vitesse le RN, les médias, mais aussi la droite, en fait, qui tisse de plus en plus de ponts avec l'extrême droite et qui souvent maintenant met un cordon sanitaire contre la gauche. C'est le cas au Parlement européen, parce qu'on a un cordon sanitaire à l'extrême droite, mais de plus en plus, il s'applique à la gauche. Donc en fait, ça affaiblit le cordon sanitaire contre l'extrême droite parce qu'on nous renvoie dos à dos. Moi, par exemple, j'ai pris un café avec un socialiste qui m'a dit, par contre, on le dit à personne. Là, je me suis dit, ok, on voit un peu le niveau. Voilà, on considère qu'on est tout aussi terrible que l'extrême droite, alors que c'est quand même... nous, quand on prône l'égalité et la justice sociale, eux, ils prônent la haine de tout le monde, à part d'eux-mêmes. Donc, c'est quand même pas la même chose, mais je pense que je vais pas vous convaincre sur ça. Mais par contre, quand il s'agit vraiment de s'opposer de manière systémique à l'exploitation animale, là, c'est pas seulement qu'ils sont passifs, c'est qu'en fait, ils sont organisés pour être contre, justement, le droit des animaux, parce qu'ils vont être des fervents soutiens à l'agrobusiness, à l'élevage intensif. On le voit dans tous leurs votes. Ils votent pour soutenir, justement, les subventions à l'élevage intensif, et ils sont également pour la criminalisation des activistes, des associations. On a eu par exemple un amendement déposé par un député LR en octobre 2024 qui visait à exclure de la défiscalisation des dons les associations condamnées pour intrusion et diffusion d'images sans consentement. Donc on voit très bien que ça ciblait très clairement L214 et d'autres collectifs qui menaient ce type d'activité, à savoir en fait dénoncer les pires conditions de l'élevage intensif, des abattoirs, et ça passe par la diffusion d'images, mais on voit très bien que là c'était pour museler les associations, et ce vote a été gagné à 97 voix contre 95. Et dans ces 97 voix, on avait 77 voix du Rassemblement national. Donc voilà, quand on regarde le vote, c'est très clair, parce que dans le discursif, ils peuvent toujours raconter ce qu'ils veulent, mais dès qu'on regarde les votes, c'est systématiquement des votes opposés aux animaux et à leurs défenseurs. Et quand on regarde aussi leurs activités politiques, quand ils sont notamment en charge de mairie, on a plusieurs députés RN, qu'est-ce qu'ils vont faire, notamment ce qui concerne la restauration scolaire, donc les cantines, c'est interdire les plats de substitution. C'est imposer de la viande tous les jours à tous les enfants, en disant, je cite, c'est interdire les repas de substitution. Alors les repas de substitution, repas anti-républicains, seront supprimés à Beaucaire au 1er janvier 2018.
Voilà. Donc ça, c'est Julien Sanchez, mais c'est aussi le cas avec le maire de Marignane. Donc voilà, pour eux, leur combat pour la République, c'est au contraire d'exclure toute une partie de la population quand il s'agit de passer à table, alors qu'on sait très bien que, au contraire, les repas les plus inclusifs, les plus laïques, c'est au contraire les repas qui sont justement dits de substitution, qui sont des repas végétalisés. Et donc voilà, on voit que en fait, ils vont juste utiliser leur pouvoir à la mairie pour stigmatiser toujours les musulmans, et quand on dit les musulmans, derrière, c'est stigmatiser les personnes arabes. Et voilà, et il y a eu par exemple un débat sur une PPL visant à augmenter l'offre végétarienne en restauration scolaire, et là pareil, ils ont massivement voté contre cette proposition de loi. Donc je vais pas vous faire la liste de tous les votes contre parce qu'on y passerait la soirée, mais je pense qu'on voit un petit peu de quel côté ils se situent. Et donc voilà. Et par exemple, au Parlement européen, on a une extrême droite qui est extrêmement forte. Elle n'a jamais été aussi forte de l'histoire du Parlement européen. Et on a par exemple souvent des expositions, et on a notamment eu une exposition photo avec plusieurs photographes sur bien des animaux dans les abattoirs, dans les élevages intensifs, donc des photos absolument ignobles. Et on a un député espagnol de Vox, donc voilà, un parti nostalgique du franquisme, qui s'est filmé devant ces images, non pas pour les dénoncer, mais pour dire que c'était un scandale qu'on ait une telle exposition au Parlement européen. Donc voilà, ça c'est le visage de l'extrême droite au niveau européen. Et donc, voilà, on le sait, ils sont toujours opposés aux associations, aux personnes végétariennes, et c'est une constante dans l'histoire. Souvent, on nous dit, je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais t'es végétarien, c'est marrant, Hitler aussi. Bon, déjà, c'est factuellement faux. Hitler n'était pas végétarien, ça a été prouvé. Il en mangeait moins parce qu'il avait mal au ventre, mais il a jamais arrêté de manger de la viande. Mais par ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir en 1933, la première chose, enfin c'est pas la première chose, mais l'une des choses qu'il a fait, c'est d'interdire les associations végétariennes, c'est d'arrêter les chefs de ces associations, et c'est de poursuivre les militants antispécistes en Allemagne. Donc voilà, on voit que c'est pas nouveau, cette opposition de l'extrême droite. Et une autre chose aussi quand même qu'on remarque, c'est la réappropriation de la viande, de la figure du viandard par l'extrême droite comme un marqueur identitaire. Il l'utilise en fait comme fierté nationale, comme voilà, c'est la beauté de nos traditions, c'est de manger de la viande. Alors on voit par exemple souvent Marion Maréchal qui se promène un peu dans toutes les foires agricoles, et elle se filme volontairement en train de manger du saucisson. Donc c'est vraiment pour réaffirmer une identité nationale que les antispécistes viendraient remettre en cause. Mais c'est aussi étroitement lié au masculinisme, au virilisme. On va expliquer que pour être fort, il faut manger de la viande, et que par exemple les hommes qui ne mangent pas de viande, sur Internet, ils vont dire que ce sont des hommes soja, des mangeurs de graines. Enfin, on voit de plus en plus d'influenceurs d'extrême droite sur YouTube tenir ces discours. Ça, il y a quelques années, ça avait pris son essor aux États-Unis, mais ça arrive aussi maintenant en France, et où on va au contraire associer le fait de ne pas manger de viande comme quelque chose de féminin, c'est quelque chose de faible, etc. Donc on voit aussi que pour l'extrême droite, être un homme, c'est manger de la viande, et notamment du cochon quand il s'agit d'être raciste en plus. Donc voilà, il y a un lien en fait très étroit entre l'exploitation animale et la consommation de viande, et de l'autre part le patriarcat, le masculinisme. Et on le voit notamment quand des femmes politiques le dénoncent. On avait par exemple Sandrine Rousseau qui avait fait le lien entre barbecue et virilité, et elle s'était faite harceler pendant des jours sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, le combat féministe est allié avec le combat pour la libération animale, de même qu'il faut le lier à tous les combats, notamment le combat antiraciste qui est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Alors, Kautar, on va continuer sur ce sujet, puisque Emma vient de parler donc du rapport de l'extrême droite et du masculinisme lié à la consommation de viande. Et donc dire à aujourd'hui, effectivement, le spécisme, le patriarcat, le féminisme ont toujours été intimement liés. Et tu évoques beaucoup ce sujet dans ton ouvrage, notamment avec les exemples de Sargé, donc la Vénus d'Hottentot, et également le sujet des suffragettes. Donc, est-ce que tu peux nous parler de particulièrement ces deux cas-là? Oui, effectivement, quand on remonte le temps, on se rend compte que ce qu'on vit actuellement possède une force importante, parce que ça a sédimenté durant de nombreux siècles. Donc peut-être que vous connaissez le film d'Abdelatif Kechiche, La Vénus noire. La Vénus noire, c'est l'histoire d'une femme. Alors, elle connaît plusieurs prénoms, il y a beaucoup de manières de la nommer dans l'histoire, et souvent les noms qu'on utilise sont des noms
coloniaux, sont des noms marqués par le pouvoir qui a accablé cette femme. De Saartjie, comme on la nomme traditionnellement, on peut déjà commencer par préciser la date de naissance pour situer historiquement les choses. Elle est née en 1789 au niveau du Cap oriental et elle décède quelques décennies plus tard en 1815. En fait, c'est une femme qui est placée sous le pouvoir colonial néerlandais et qui a la particularité de présenter des caractéristiques physiques particulières. Elle est atteinte, comme l'indique le terme médical, de stéatoplégie, c'est-à-dire qu'elle a la partie fessière qui est particulièrement développée, et elle est porteuse aussi de ce qu'on nomme une macronymphie, à savoir une élongation des organes génitaux. Il se trouve que, alors qu'elle est exploitée par des éleveurs, elle va faire la rencontre de deux hommes, une sorte d'aventuriers européens, parmi lesquels un chirurgien, qui vont considérer que son apparence, la forme de son corps, la manière dont elle s'exprime, mais aussi la manière dont elle marche, au fond, tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle semble être, constitue une forme de richesse qu'il faut absolument apporter au continent européen. Il faut déporter cette femme, il faut prendre cette femme, il faut la faire monter dans un navire et il faut l'emmener jusqu'en Angleterre pour que l'Angleterre et puis ensuite la France puissent voir ce qu'est un monstre. On est vraiment dans une époque, au début du 19e siècle, où progressivement vont se développer ce qu'on appelle les expositions coloniales, ce qu'on a appelé beaucoup plus tardivement les zoos humains, c'est-à-dire la déportation de populations indigènes, colonisées, à la fois d'Afrique, mais aussi d'Asie du Sud-Est. Le continent d'Amérique latine est bien évidemment aussi concerné. Et toutes les personnes, tous les individus, toutes les populations qui sont non blanches, qui présentent donc des caractéristiques physiques considérées comme différentes et donc considérées comme anormales, vont être déportés, vont être déplacés jusqu'au cœur de l'Europe. Et c'est vraiment un moment très important dans l'histoire des idées européennes, puisque c'est à ce moment que les scientifiques, que tout un champ médical, physionomique, physiologique, de l'anatomie, etc., va grandement se développer. Donc on amasse énormément de connaissances. Ces connaissances, elles se réalisent, elles se font sur le corps, sur le dos, au sens premier du terme, de ces populations-là, qui sont des populations qui vont être auscultées, mais qui sont aussi des populations qu'on va observer sous toutes les coutures, mais aussi des populations dont on va, et vous le savez bien, à travers l'anthropologie physique par exemple, mesurer les mâchoires, mesurer la taille des crânes, mesurer pour les femmes indigènes colonisées la taille, la largesse du bassin, etc., etc., etc. Donc c'est un moment extrêmement important, on pourrait dire, pour la modernité scientifique européenne. Un savoir est produit, ce savoir il est directement issu de la violence accablée qui affuble ces populations, et c'est un moment où politiquement on va aussi considérer qu'effectivement il y a des distinctions à opérer sur le plan racial entre les différentes populations, et c'est vraiment le moment où se développe l'idéologie racialiste. C'est aussi un moment, comme je le disais, où il y a une sorte d'essor économique du secteur du divertissement. On va considérer que les masses populaires méritent, après avoir travaillé toute la semaine, de bénéficier le samedi ou le dimanche d'un divertissement. Et le divertissement, les divertissements qui sont proposés dans les zoos, dans les ménageries, dans les parcs parisiens, mais bien évidemment dans les autres villes européennes aussi, c'est d'aller voir des populations, c'est d'aller voir à la fois des populations animales, puisque ces déplacements, ces déportations de populations humaines s'accompagnent souvent des déportations aussi des espèces animales auprès desquelles ils vivent, mais aussi l'exposition monstrueuse, l'exposition de la différence, l'exposition, on pourrait dire, de ce qui n'a pas la face blanche ici au sens de l'appartenance raciale au continent européen, dans une perspective bien sûr racialisante. Donc c'est vraiment un monde, ce sont des mondes qui se constituent, des mondes dont on est toujours aujourd'hui héritier et héritière,
Et Saartjie, elle arrive dans ce monde-là. Donc elle arrive au début des années 1800-1801 en Angleterre, et très rapidement, elle est vendue à un montreur d'animaux. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans sa trajectoire, puisqu'on voit à quel point, sur le plan professionnel et sur le plan des corporations, etc., on peut à la fois acheter des animaux qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie du Sud-Est, qui viennent d'autres territoires colonisés. On peut en faire commerce, on peut décider de les exposer et de faire de l'argent de cette manière-là, mais la même logique, la même conduite, le même raisonnement est immédiatement appliqué à ces populations qui sont considérées comme étant des populations beaucoup plus proches des espèces animales que de l'espèce Homo sapiens. Et Saartjie Baartman, très rapidement, va faire le tour des théâtres, elle va être exposée, elle va être véritablement exposée, montrée, mise en scène, comme on met en scène une personne qui est à la fois placée sous le joug colonial, elle est aliénée, elle est privée de sa propre liberté, de son propre libre arbitre, elle est traînée par ces montreurs d'animaux qui l'ont achetée. Donc il y a toute la dimension d'esclavagisation ici qui est extrêmement importante, mais on pourrait dire que la scénographie, on pourrait dire que la théâtralité qui entoure son existence est une mise en scène, une théâtralité qui tire tout son modèle, qui tire toute son architecture du rapport européen déjà bien installé, déjà bien construit, déjà bien fossilisé entre l'espèce humaine et les espèces non humaines. Et ça, c'est un phénomène effectivement de l'animalisation qui est extrêmement important, puisque plus vous indiquez que des individus appartiennent à une autre espèce que l'espèce humaine, ne serait-ce qu'en émettant le doute de la qualité de cette appartenance, immédiatement, il y a tout un ensemble de traitements, un ensemble de pratiques qui vouent ces personnes-là à un monde, à une existence qui est dépourvue de moralité. C'est pour ça qu'on revient souvent sur cette question de la considération morale. Ce qui a été fait à Saartjie Baartman, l'histoire de son corps, l'histoire de sa mort, puisqu'elle décède, mais quand elle décède, elle est par la suite disséquée, et par la suite, elle est disséquée par Cuvier, mais Cuvier va aussi considérer qu'il est important de pouvoir reconstituer son corps, et son corps va littéralement être reconstitué à partir des os de son squelette, de la même manière que l'on reconstitue les os des squelettes des animaux préhistoriques. Donc il y a toute une idéologie, il y a tout un ensemble de pratiques qu'on peut très clairement rapprocher et qui participent à deux éléments assez fondamentaux. C'est d'une part la nécessité pour la population européenne de s'éloigner à tout prix de toute forme de confusion avec les espèces animales. Et ce rapprochement des populations européennes du pôle non animal est un processus d'humanisation, un processus de moralisation de ces populations qui tout d'un coup ont la capacité d'occuper une position surplombante. Elles sont les populations humaines, elles sont les populations morales, elles sont les populations qui possèdent la rationalité, qui possèdent des outils qui sont aussi des armes, mais elles possèdent aussi la capacité de classifier. Elles possèdent la capacité par le regard, par exemple, par l'effet de comparaison, par l'effet de catégorisation, d'établir des hiérarchies. Des hiérarchies qui ne traitent évidemment pas seulement de la question quantitative, il n'est pas simplement question de compter les êtres, mais il est bien question de les qualifier sur le plan moral et de leur attribuer ou au contraire de leur retirer des bénéfices matériels, des bénéfices symboliques et des bénéfices moraux. La caractéristique aussi, c'est que de ce point de vue-là, il y a une sorte d'évaporation où il y a une tentative sur le plan scientifique, puis sur le plan politique, et la science nourrit la politique et la politique nourrit la science, de brouiller les frontières entre l'appartenance aux espèces animales et l'appartenance des populations noires, par exemple des femmes noires en particulier, aux populations humaines. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple dans les textes de Cuvier des expressions telles que, donc Saartjie Baartman avait des gestes qui avaient quelque chose de simiesque et de capricieux
qui rappelaient ceux du singe. On peut citer Henri de Blainville aussi, qui conclut dans son texte, dans son rapport, que Sartier incarne à la fois l'espèce humaine la plus animale et l'espèce animale la moins humaine. Par ailleurs, les portraits de Sartier qui ont été consignés dans un ouvrage, donc elle a été sollicitée pour demeurer de longues heures nue face à des médecins, face à des chirurgiens, face à des anatomistes, face aussi à des artistes, et les dessins, les croquis qui ont été produits ont été classés dans un texte, une sorte de document encyclopédique intitulé « Histoire naturelle des mammifères » avec des figures originales, coloriées, dessinées d'après des animaux vivants. Donc on voit ici à quel point la question de la classification est une question fondamentale pour penser la question de la disqualification morale d'une partie de l'humanité. Et on retrouve dans l'histoire de Sartier cette idée extrêmement puissante qui traverse à la fois les études antiracistes et les études féministes, à savoir que la question raciale est toujours une question sexuelle, que la question sexuelle est toujours une question raciale. Et on voit ici à quel point la question du spécisme est également présente. C'est parce qu'encore une fois, les idées philosophiques dans l'Europe, à partir à peu près de la moitié du XVIIIe siècle, on considère l'animalité comme étant l'impropre de l'homme. C'est absolument ce qui qualifie tout ce qui n'a pas visage humain, c'est-à-dire visage plutôt masculin, visage plutôt européen, visage plutôt bourgeois. Il y a cet espace absolument infamant, une sorte de puits de négativité qui a été construit. Et ce que l'on disait auparavant sur le peuple de Palestine, au vrai, nous l'observons aujourd'hui, mais nous pouvons très aisément remonter l'histoire et l'observer. Et ce que disait Sandra sur l'envahissement colonial des Amériques participe pleinement de ce mouvement-là. Et ici, avec Sartier, se retrouve à la fois pris dans l'histoire du racisme, dans l'histoire du sexisme, dans l'histoire coloniale et dans l'histoire des déportations des populations humaines et des espèces animales. On peut rester dans cette Angleterre-là, on peut avancer un peu plus dans le siècle, jusqu'au début du XXe siècle, et on retrouve une toute autre configuration, on retrouve une toute autre population, on retrouve d'autres enjeux démocratiques et citoyens, et ce sont des femmes qu'on a nommées les suffragettes, donc les militantes féministes qui se sont battues pour le droit de vote et aussi d'une certaine manière pour le droit d'accès à la propriété, qui en sont un exemple assez frappant. Donc on connaît les suffragettes à travers une sorte d'image un peu d'Épinal, des femmes en robe avec des ombrelles, avec des gants en dentelle qui frappent des hommes qui passent près d'elles dans le but de s'opposer aux politiques sexistes et patriarcales qu'ils mènent. Mais il est important de souligner aussi à quel point l'histoire des féminismes a effacé d'une certaine manière l'engagement de ces suffragettes pour la cause animale. Comme si, d'une certaine manière, une certaine perception féministe considérait que ce sont les femmes d'abord, et donc on valorise les femmes qui se sont battues pour les femmes, et au fond, si elles se sont battues pour les animaux, c'est un petit plus, c'est quelque chose à côté. Or, c'est pas un plus, c'est pas quelque chose à côté, c'est pas une simple chose supplémentaire, c'est quelque chose qui est véritablement dans l'idéologie révolutionnaire socialiste qui accompagnait ces suffragettes. La libération des femmes ne pouvait pas aller sans la libération des animaux, parce qu'elle considérait par exemple que la violence qu'un homme avait à l'égard de sa fille ou de son épouse était une violence qui allait finir par frapper les animaux, les bêtes possédées, ou parfois les violences contre les animaux étaient prémonitoires, allaient elles-mêmes annoncer des violences, voire des violences mortelles contre les femmes, les filles, les sœurs en question. Par ailleurs, il y a aussi une manière dans ce féminisme-là défendu par ces suffragettes de considérer qu'il était absolument intolérable, par exemple, de pratiquer au nom de la science, au nom de la grandeur de l'avancée et des progrès européens, la pratique de la vivisection. Donc, la pratique de la vivisection, c'est le fait de mettre, par exemple, sur une table, dans un cadre de conférence publique, un animal vivant, donc un singe, une souris ou tout autre animal intéressant pour les propriétés physiques, biologiques, nerveuses qui seraient les siennes,
et d'intervenir sur son corps alors qu'il est parfaitement conscient, qu'il est parfaitement vivant, afin d'observer comment cet animal réagit. Et les suffragettes se sont donné pour mission de perturber absolument toutes les conférences qui viendraient à utiliser le corps d'un animal vivant, a fortiori, pour pouvoir tester la résistance d'une souris à l'absinthe ou la résistance d'un petit singe aux flammes, d'un papier qui brûle, enfin voilà, toutes les expériences terribles qu'on peut imaginer. Elles s'en sont prises aussi, puisque ce sont des femmes qui ont eu un avenir aussi, qui ont influencé des féministes françaises, et quelqu'un comme Louis Pasteur, par exemple, a souvent été perturbé dans ses recherches, notamment à travers les recherches concernant le virus de la rage, dans sa quête de vaccins. Et Louis Pasteur aimait à traiter ces femmes d'aboyeuses. Et je trouve que cette insulte d'aboyeuse pour traiter des féministes, c'est extrêmement parlant, c'est extrêmement significatif. Ça dit à quel point ce sont des individus, ce sont des groupes sociaux, ce sont des collectifs qui ont eu conscience de la nécessité de faire taire ces femmes-là, pour qu'à la fois le patriarcat, mais aussi les avancées scientifiques, mais aussi les questions raciales puissent se développer et puissent continuer à prospérer sur les corps et sur les violences soumises auxquelles les populations ont été soumises. Un dernier point peut-être qu'il est important de souligner par rapport à ces femmes suffragettes, de nombreuses suffragettes ont été emprisonnées dans la tristement célèbre prison d'Holloway, et elles ont, à travers des journaux, à travers des articles, essayé de dire ce qu'elles avaient vécu. Mary Richardson, par exemple, elle écrit qu'elle se souvient du bruit du chariot qui se rapprochait et qui, selon ses mots, annonçait le pire. Elle se recroquevillait au fond de sa cellule, des gardiennes entraient, la soulevaient, l'allongeaient sur le sol de sa cellule et de toute leur force lui maintenaient les jambes, les bras, la tête. Mary Richardson se souvient qu'il ne fallut jamais longtemps pour que des médecins entrent à leur tour dans la cellule. L'un, a écrit Mary Richardson, se tenait debout à quelques centimètres, à la main un entonnoir rattaché à un épais tuyau de caoutchouc. L'autre médecin, d'un coup, se saisissait de ce tuyau et l'enfonçait dans la narine de la jeune femme. L'embout pénétrait toujours plus loin, jusqu'à l'œsophage. Mary Richardson sentit son corps envahi par un atroce mélange de cacao et de bouillon de bœuf. Et donc voilà, ce sont des témoignages qu'on peut retrouver de manière extrêmement régulière dans cette histoire des féministes anglaises, des suffragettes. Ça dit aussi à quel point la manière dont elles ont été punies, à la fois pour leur féminisme, à la fois pour leur existence politique, à la fois parce qu'elles se positionnaient comme des sujets politiques, et aussi parce qu'elles réclamaient pour les animaux le statut de sujet de vie, c'est-à-dire sujet dont il ne faut pas interrompre la vie, si ce n'est dans le cours naturel d'une existence qui s'éteint. Elles ont été punies à travers leur végétarisme. Ici, le fait de préciser que le bouillon contenait du bœuf, c'est une manière de punir directement ces femmes-là, et bien évidemment que le gavage est une manière à la fois de les faire taire, une manière d'emplir leur bouche d'autre chose que de slogans féministes et de slogans révolutionnaires, mais c'est aussi bien sûr une pratique qui rappelle des pratiques d'engraissement qui sont infligées à tout un ensemble d'animaux. Donc on voit à la fois que sur le plan de la domination, mais aussi énormément sur le plan des résistances, les femmes ont libéré les femmes, mais les femmes ont aussi réclamé la liberté pour les animaux. Le patriarcat, la domination patriarcale, les États patriarcaux l'ont particulièrement compris et ont à la fois tenté de punir et le féminisme à travers les féministes, mais aussi à travers les animaux. Donc on voit ici à quel point on a vraiment affaire à une circularité, on a affaire à une sorte de solidarité des dominations et des traitements de cruauté qui appellent bien sûr en retour une solidarité des résistances. Donc Sandra, donc on a parlé donc de différents rapports de domination, et au Brésil,
Il s'exprime aussi par la puissance notamment des lobbies et de l'agro-business. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Les lobbies les plus puissants au Brésil commencent tous par B, donc on les appelle le lobby BBB, donc bétail, bâle et Bible, c'est les éleveurs, donc le bétail, bâle c'est les militaires et Bible c'est les évangéliques. Et tous trois, ces trois groupes, ces trois lobbies portent vraiment le projet colonial qui se matérialise par l'exploitation animale notamment. Et c'est vraiment un lobby puissant. C'est le lobby de l'agrobusiness a soutenu Bolsonaro les 2 fois. Il ne faut pas l'oublier. Donc tu parlais de comment l'extrême droite ici peut être s'utiliser de la défense des animaux, d'un discours pro-animal, mais en fait non, sont les ennemis des animaux. C'est pareil au Brésil, exactement pareil. Et j'aimerais parler surtout de... Au Brésil, il y a quelque chose qu'on appelle l'arc de la déforestation. Donc c'est vraiment le centre du Brésil qui va vers l'Amazonie. Donc c'est le bord de l'Amazonie, ça comprend plusieurs États. Et c'est là où on déforeste le plus. Plus de 90% de la déforestation, pour être précise, 97% de la déforestation en Amazonie, c'est pour faire du pâturage. C'est pour élever. Là, vraiment, l'Amazonie est devenue le plus grand pâturage au monde. D'ailleurs, c'était le slogan des militaires dans les années 70. Il y a des affiches vraiment affreuses du gouvernement à l'époque, les militaires qui disaient amenez votre cheptel pour vers le plus grand pâturage au monde, l'Amazonie. Ce projet s'est concrétisé. Donc là, c'est vraiment le plus grand pâturage au monde. Et cet arc de la déforestation avance de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2022, on a eu des élections au Brésil, présidentielles, et on a vu que là où Bolsonaro avait le plus de voix, c'était pile cet arc-là. Donc, c'est des projets qui sont concomitants, en fait, qui se renforcent mutuellement. Donc, les grands éleveurs ont soutenu Bolsonaro. Et vraiment, c'est impressionnant de voir des plans du Brésil qu'on a fait à cette époque-là, où tu vois vraiment là où la gauche a eu le plus de votes, c'est là où il y a des petits paysans et des paysannes qui produisent du végétal. Et là où Bolsonaro a eu le plus de voix, c'est pile là où il y a le plus d'élevage, et donc le plus de déforestation aussi. Et aujourd'hui, au Brésil, on tue une vache plus d'un cochon et 122 poules par seconde. Donc c'est un lobby extrêmement puissant qui est extrêmement puissant au niveau économique, mais politique aussi. Et aller contre ce lobby-là, c'est vraiment très dur. Le Brésil est un des pays les plus dangereux au monde pour les défenseurs et défenseuses de la nature. Je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques années, 2022, donc les dernières élections, il y a eu l'assassinat d'un journaliste anglais qui s'appelait Don Phillips, plus un Brésilien qui était avec lui, Bruno Pereira. Et à ce moment-là, ils étaient en Amazonie et ils enquêtaient sur l'élevage de vaches sur des terres indigènes, donc l'élevage illégal. Et ils ont été assassinés en 2022. Donc c'est un lobby dangereux, puissant et qui contrôle le Parlement, qui contrôle le Congrès. Vraiment difficile d'aller contre ça. Et pour retourner un peu à la question de la colonisation et de comment ça se manifeste par l'exploitation animale, tu m'as demandé de parler d'un cas spécifique au Brésil qui est... tout le monde connaît Nestlé, n'est-ce pas? Nestlé a des grandes ambitions pour le Brésil depuis longtemps. Et dans les années 50-60, on était encore un pays où on ne consommait pas beaucoup de produits d'origine animale et encore moins de produits laitiers. Donc c'était pas encore le boom de l'élevage dans les années 70, qui a continué évidemment. Et Nestlé, à l'époque, savait pas quoi faire de ces petites boîtes de lait concentré sucré qui ont été développées pour être un aliment pour les soldats pendant la guerre, parce que c'était une façon d'avoir du lait, t'avais pas besoin de réfrigérer ça. Et en plus, il y avait déjà du sucre, donc t'avais juste à mélanger avec de l'eau et t'avais déjà du lait et du sucre. Et après les guerres, donc on savait pas trop quoi faire de ça, mais c'était vraiment une bonne idée pour gagner de l'argent. Et on a commencé à dire aux personnes du Sud que d'abord il fallait donner ça aux bébés,
Donc il fallait juste mélanger avec de l'eau, mettre dans les biberons. Donc j'ai aussi des affiches affreuses des années 20, 30, 40, 50 où Nestlé encourage les mères brésiliennes à ne plus donner le sein, mais plutôt donner ces petites boîtes de lait concentré sucré qui sont vraiment incroyables. Et avec des photos, et c'est là aussi où l'exploitation animale croise le racisme, avec des photos des bébés blonds aux yeux bleus, avec des phrases comme si vous voulez que votre bébé soit beau et fort comme ce bébé-ci, il faut donner du lait Nestlé. Mais bon, ça n'a pas marché pendant très longtemps. Donc dans les années 50-60, Nestlé a eu une autre idée. Jamais un croc d'idée. On va changer les desserts au Brésil, qui étaient tous à base de fruits traditionnels, des fois du lait de coco, mais surtout à base de fruits. Un peu de lait de vache, mais pas beaucoup. Et il y a eu tout un programme, vraiment, c'est un projet fait par Nestlé pour changer tous les desserts au Brésil. Et je disais que le colonialisme est un projet d'oubli, il te fait oublier qui tu étais et il te convainc que tu es quelqu'un d'autre. Et donc, ils ont réécrit les desserts traditionnels, mais cette fois-ci avec du lait concentré Nestlé. Et maintenant, il y a plus de 90% de nos desserts qui sont à base de lait concentré sucré. On est le pays qui consomme le plus de lait concentré au monde, c'est le Brésil. Et tout ça, c'est sorti de la tête de quelques personnes. Tu vois, on ne s'est pas réveillé un jour au Brésil en disant « et si on mettait du lait concentré partout ?» C'est vraiment un projet derrière qui nous a poussé à ça. Et Bolsonaro est la dernière incarnation, mais il n'est pas seul, hein, donc le bolsonarisme continue, c'est pas que lui, même si on s'est débarrassé de lui, ses idées sont bien, bien vivantes, et la puissance des éleveurs ne fait qu'augmenter. C'est vraiment dramatique quand on voit l'état de l'Amazonie et du Cerrado, parce que j'ai parlé de pâturage, donc l'Amazonie est le plus grand pâturage au monde, mais les monocultures de soja ne sont pas toutes en Amazonie, il y a une grosse partie, mais c'est surtout sur un autre biome qui s'appelle Cerrado, c'est la savane brésilienne qui est extrêmement riche, et c'est de là qui partent beaucoup de nos rivières. Donc les éleveurs et les producteurs de soja sont très très puissants, très organisés, ils ont un projet politique, ils essayent de revenir, là, ils vont sûrement revenir bientôt, et nous on est un peu déçus avec notre actuel président. On me demande souvent si les choses si ça s'est amélioré maintenant que Lula est là. Et c'est vrai que la déforestation a un peu diminué, mais il faut comprendre qu'il a été élu avec un projet politique qui essayait de plaire aux éleveurs. On ne peut pas au Brésil, on ne peut pas ne pas aller à l'encontre des intérêts de l'agrobusiness, des éleveurs. La différence, c'est que Bolsonaro disait ouvertement quand je serai président, il n'y aura pas 1 centimètre de forêt protégée. Et Lula, c'était OK, on va protéger les peuples indigènes, on va protéger la forêt, mais tout en continuant de produire. Donc c'est vraiment un délire de la gauche de continuer cette mentalité productiviste, mais d'une façon un peu verte. Donc lui, il essaye de faire une sorte de capitalisme vert, développement durable dans l'Amazonie. Il dit par exemple qu'on peut se développer sans couper des arbres. On n'a toujours pas compris comment il allait faire ça. Et maintenant, sa dernière idée est d'aller forer du pétrole dans l'Amazonie, donc à l'embouchure de l'Amazone, là où ça rencontre la mer. Merci. Donc, superbe transition avec la mer, puisque Emma, donc au Parlement européen, donc tu fais partie de la commission pêche. Et donc, tu as parlé tout à l'heure donc de l'extrême droite et de l'abattage sans étourdissement, notamment. J'ai toujours des problèmes de micro, alors j'essaie de m'avancer comme ça, mais bon, ça marche pas trop, j'ai toujours du Larsen. Donc, on en parle peu, mais pourtant, plus de 96% des animaux qui sont capturés ou élevés puis tués dans le monde le sont sans étourdissement. Et pour cause, en fait, il s'agit des animaux aquatiques et des poissons qui sont éventrés, vivants et conscients, ou qui meurent d'asphyxie. Donc ça, évidemment, on n'entend jamais l'extrême droite en parler. Donc voilà, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la commission pêche. Merci. Et effectivement, oui, les grands
de la lutte pour le droit des animaux, ce sont les poissons, alors qu'ils sont numériquement les plus nombreux à être exploités. Pour donner un chiffre, c'est 1968 milliards de poissons qui sont tués chaque année dans le monde, donc on peut même pas se figurer le nombre d'individus que ça représente. Et effectivement, en commission pêche, alors que c'est l'objet principal de nos discussions, on ne parle jamais des poissons. On va parler de stock, on va parler en termes de tonnage, on ne va jamais parler d'individus, on va même pas parler des espèces ou très peu, c'est vraiment, voilà, ce sont des stocks qu'on doit gérer, qu'on doit répartir, mais c'est évidemment, il n'est jamais question de la sensibilité des poissons, alors qu'il n'est plus à démontrer. On a un consensus scientifique pour dire que les animaux, eh bien, sont des êtres, enfin, les poissons sont des êtres sensients au même titre que les autres animaux terrestres, qui sont capables de ressentir du stress, de la douleur, de la joie et tout ça de manière subjective. Mais peut-être parce qu'on ne s'identifie pas du tout à eux, parce qu'on ne les voit jamais, parce qu'ils ne nous ressemblent pas, eh bien, on ne connecte pas avec eux, et donc c'est pas un sujet, la sensibilité des poissons. Et justement, c'est même pas un sujet dans le droit. C'est-à-dire que c'est aussi des grands oubliés des législations actuelles, notamment au niveau européen, on a plusieurs textes qui régissent à la fois l'abattage, le transport des animaux. Le texte qu'on a par exemple pour le transport, il date de 2005, là il est en cours de révision, mais en fait, il n'y a que des considérations générales, mais il n'y a aucune mesure spécifique sur les poissons, alors que c'est des conditions très particulières pour les transporter. Donc là, évidemment, on est dans un cadre spécifique, c'est qu'on part du principe qu'on peut et qu'on doit transporter les poissons, mais même là, même tenir compte du mieux-être animal dans ces conditions-là, pour les poissons, ça n'existe pas. Donc là, dans la révision actuelle, on bataille pour qu'il y ait des mesures et des règles spécifiques pour les poissons, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. C'est la même chose pour, justement, Galia en parlait, pour l'abattage des poissons. Il n'y a aucune mesure spécifique pour guider dans l'abattage des poissons. Il n'y a pas de méthode qui est donnée. Et c'est la même chose dans la législation française, on n'a absolument rien. Et donc évidemment, ça crée des souffrances immenses pour les poissons, pour les céphalopodes, pour les décapodes, qui, comme je le disais, ressentent évidemment de la douleur. Et effectivement, il n'y a pas d'abattage préalable, enfin il n'y a pas d'étourdissement préalable en ce qui concerne les poissons, parce que ce qui est souvent utilisé, c'est de mélanger de l'eau et de la glace, mais c'est totalement avant de les abattre, mais c'est totalement inefficace parce que ça laisse leur cerveau actif, et donc les poissons sont tout à fait conscients pendant leur mise à mort. Et donc ça, c'est voilà, mais il y a aussi sur les chalutiers où effectivement ils vont asphyxier entre 25 minutes, ce qui est déjà très long, jusqu'à 4 heures. Donc voilà, c'est 4 heures d'agonie pour ces poissons, et évidemment on a très peu d'images, donc on dit souvent voilà, loin des yeux, loin du cœur. En fait, on n'a pas conscience de cet océan de souffrance qui a lieu pourtant chaque seconde dans le monde. Et par exemple, quand on va remonter les gros filets, le changement de pression il est extrêmement brutal. Donc on a la vessie natatoire des poissons qui explosent, ils ont les yeux exorbités, ils suffoquent. Souvent on leur marche dessus sur le pont des bateaux, ils sont entassés les uns avec les autres. En ce qui concerne les araignées de mer, on va arracher leurs pinces à vif. Donc c'est tout un tas de méthodes. Même encore aujourd'hui, le homard, on peut l'ébouillanter vivant. Enfin, c'est tout un tas de choses qui ne choquent pas parce qu'on parle de poissons, de crustacés, de céphalopodes, etc. Donc il y a déjà voilà, la prise en compte de leur souffrance qui est au stade 0. Mais il y a aussi une autre question qui est abordée en commission pêche, c'est la question des accords de pêche. Et en fait, c'est notre activité principale au Parlement européen, c'est de voter sur des accords de pêche entre l'Union européenne et des pays tiers, et souvent des pays africains, et notamment en Afrique de l'Ouest, puisqu'en fait, les flottes européennes vont aller piller les eaux des autres pays, et notamment en Afrique, puisque 20% des captures sont réalisées en dehors de l'Union européenne. Et en fait, on est totalement dans du néocolonialisme, parce que ça va être justement les pays du Nord, donc je parle de l'Union européenne, mais ça va être aussi la Russie, les États-Unis, la Chine, qui, pour 3 fois rien, vont obtenir l'autorisation d'aller tout ramasser au large des côtes africaines. Et ça va être souvent en fait des petits poissons pélagiques, comme les anchois par exemple, qui vont être pêchés, non pas à destination de la consommation humaine, mais pour nourrir les animaux d'élevage, pour nourrir notamment les poissons d'élevage, donc la pisciculture, pour nourrir les animaux dits domestiques. Donc en fait, on est en train de voler les ressources, enfin je parle de ressources, là, on est dans un vocabulaire très spécifique, mais c'est pour expliquer un petit peu, c'est qu'on est en train de prendre tous les poissons qui servent en fait à l'économie vivrière des pays en Afrique, en fait, qui permettent aux communautés de vivre, on est en train de voler toutes ces ressources pour nourrir l'élevage de poissons et d'animaux dans les pays occidentaux.
Et évidemment, ça tue les économies locales et ça alimente un système qui n'est pas viable de toute façon en France. Et par exemple, la fausse bonne idée, ça va être de dire ah bah vu qu'il n'y a plus de poissons dans l'océan, on va aller en élever sur terre via justement la pisciculture, alors qu'en fait il faut 4 kilos de poissons sauvages pour produire entre gros guillemets 1 kilo de poissons d'élevage. Donc on voit que même mathématiquement il y a un problème, même si on met de côté la question de l'exploitation animale, même d'un point de vue environnemental, ça n'a aucun sens, c'est juste accroître en fait le fait de vider les océans. Mais donc voilà, c'est tout un rapport en fait à remettre en question, parce que c'est voilà, à la fois on est dans du néocolonialisme quand on parle de la déforestation pour le soja, mais c'est le même système qu'on retrouve en fait en mer. Et c'est ce qu'on appelle voilà, la pêche minotière, en fait, de pêcher ces petits poissons. Et donc chaque année, c'est plus de 500 000 tonnes, entre guillemets, de poissons comestibles qui auraient pu nourrir 33 millions d'individus qui en fait passent dans nos systèmes d'élevage intensif en France notamment et en Europe de manière plus générale. Et donc évidemment, il s'agit ici pour nous de lutter en fait contre ces accords de pêche qui sont néocoloniaux, qui en fait, voilà, nous on est... Alors en fait, c'est toujours difficile pour moi de m'exprimer parce que je suis antispéciste, mais je suis élue sur un programme de la France Insoumise qui, à l'heure actuelle, n'est pas antispéciste, donc il y a un peu ce double voilà, discours. Mais voilà, en tout cas, on essaye de porter dans la commission pêche quand même des réflexions sur la sensibilité des poissons, sur le fait qu'il faut arrêter de la surpêche, qu'il faut prendre en compte leurs souffrances. Et en fait, quand on fait ça, il y a l'extrême droite qui ricane, notamment le Rassemblement national. Justement, quand on discutait d'un texte sur le transport des animaux, j'expliquais que en fait, selon les espèces, il fallait des conditions différentes de transport en termes de teneur en oxygène, etc. Et ça les faisait rire. C'est que pour eux, c'était absurde que je parle de ça, que je rentre dans le détail, alors que je parlais même pas d'individus, je parlais à l'échelle d'espèces. Mais pour eux, déjà, différencier les espèces de poissons, ça n'avait aucun sens, et ça les faisait ricaner. Donc on voit en fait qu'on a quand même du chemin à faire en ce qui concerne le droit des animaux, mais en particulier le droit des poissons, qui aujourd'hui est inexistant, et donc c'est toute une bataille à mener que je mène au Parlement européen. Merci. Alors, pour continuer sur le sujet, notamment des travailleurs, on a évoqué tout à l'heure un petit peu avec les mouvements des travailleurs sans terre, donc là, on a parlé un petit peu des pêcheurs africains, etc. Mais par rapport vraiment à l'exploitation des travailleurs, c'est très lié aussi au spécisme et puis à l'exploitation des animaux, à la domination des animaux. Et notamment, tu évoques, Kautar, dans ton ouvrage, comment le productivisme est né donc, dans les abattoirs de Chicago, dans les fameux yards, donc, en inspirant donc, à Ford donc, le travail à la chaîne. Donc, je te laisse nous en parler. Oui, effectivement, c'est important de rappeler que le développement de l'industrie américaine de la viande date de la guerre de sécession. Donc on est vraiment dans une période historique où il est extrêmement important que les soldats puissent être nourris, c'est-à-dire bien nourris, c'est-à-dire nourris par de la viande et par du sang pour qu'ils soient dans une sorte de mouvement où ils ne craindraient pas de faire couler le sang de l'ennemi. Et ça va effectivement conduire à développer dans l'Ohio, du côté de l'Indiana, du côté d'une ville comme Cincinnati ou du côté d'une ville comme Chicago, ce qu'on a appelé des parcs à bestiaux. Donc les parcs à bestiaux, ce sont de grands espaces où on parque et où on élève des animaux. On peut citer par exemple dans les années 1905-1906 des capacités de contenance qui, par exemple, vont jusqu'à 75 000 cochons, plus de 20 000 bovins, plus de 20 000 moutons, ce qui par la suite va faciliter l'abattage de ces bêtes. Et ce sont des formes d'emprisonnement, des formes d'incarcération qui vont aller toujours en grandissant, puisque la caractéristique de ces parcs à bestiaux, de cette boucherie mondiale qui se développe à Chicago, c'est qu'elle vise à la fois à soutenir les soldats, donc c'est dans une perspective guerrière, belliqueuse, mais aussi bien évidemment dans une perspective économique, dans une perspective d'enrichissement, puisqu'il est question de transférer, de faire circuler cette viande partout dans le monde. Dans le texte,
Dans mon texte, j'ai essayé de m'appuyer sur un autre texte que vous connaissez peut-être, La Jungle d'Upton Sinclair, que je vous invite vraiment à lire. Si vous avez du temps, mais aussi si vous en avez pas, je vous conseille vraiment de vous imprégner de ce texte-là. L'histoire d'Upton Sinclair, elle est vraiment très, très intéressante. C'est un journaliste qui, au début du XXe siècle, voit se développer cette boucherie mondiale à Chicago. Et donc, en tant que journaliste, il va décider d'en faire une sorte de reportage, puisque la caractéristique de cette boucherie, c'est que les personnes qui la possèdent, les propriétaires, en font très volontiers la publicité. Donc on invite des chefs d'industrie, on invite des citoyens qui s'intéresseraient un peu à tout ça, à venir voir à quel point la technique s'est développée, et puis à quel point c'est quand même absolument extraordinaire de pénétrer dans les yards, de voir des animaux qui sont là, qui vont, qui viennent, et puis de les retrouver quelques kilomètres plus loin, absolument transformés, puisqu'ils sont contenus dans des boîtes à conserve, puisqu'ils sont devenus quelque chose comme de la graisse qui permet de fabriquer du savon, mais ils sont aussi devenus des soupes. Donc il y a tout un processus de transformation qui participe aussi de manière extrêmement forte, on le dira sûrement encore après, mais à faire disparaître le corps des animaux dans quelque chose que l'on nomme viande, puisque c'est absolument pas naturel de parler du corps, des cadavres des animaux morts comme de la viande. En vérité, si on voulait vraiment être faire un peu de choses de manière... C'est toujours de cadavres des animaux qu'il faudrait parler, à la fois pour choquer les consciences, parce qu'on en est encore là, et dans la lutte politique, dans la lutte intellectuelle et culturelle, c'est quelque chose qui compte, mais c'est aussi un processus quasi cognitif, en fait. C'est-à-dire que vous voyez vraiment l'animal disparaître. Sandra disait tout à l'heure que c'est une politique de l'oubli. C'est une politique de l'oubli qui est effectivement extrêmement puissante, puisqu'on oublie qu'on a affaire à des êtres vivants qui émettaient des bruits, qui allaient, qui venaient, qui dormaient, qui étaient potentiellement avec nous dans nos moments quotidiens, et qui tout d'un coup deviennent autre chose, deviennent de l'alimentation carnée. Et cet auteur-là, Upton Sinclair, va progressivement passer d'un état de fascination à un état d'horreur, à un état de scandale. Et donc, il va écrire un texte, le fameux texte La Jungle, qui paraît dans les années 1905. Ce qui est intéressant, c'est comme je vous disais, parmi ces visiteurs, il y avait effectivement des chefs d'industrie, il y avait des personnes qu'on peut imaginer étant curieuses, il y avait ce journaliste, mais il y avait aussi un autre personnage qui a marqué l'histoire de manière catastrophique et désastreuse à de nombreux égards, c'est Henry Ford. Et Henry Ford, il est connu, vous le connaissez sûrement pour plusieurs choses. Auparavant, Sandra, tu parlais au Brésil de la question du caoutchouc. Henry Ford est celui qui va installer des industries, des fabriques à caoutchouc en Amazonie, avec pour objectif à la fois de cultiver la terre, mais aussi de cultiver les ramasseurs de caoutchouc. Donc le projet politique, économique était vraiment extrêmement clair. Mais un peu avant cette période-là, donc toujours dans les années 1910-1911, il va visiter les parcs à bestiaux, et il va être fasciné par le processus technique qui permet à des animaux qui, encore une fois, comme je vous le disais, entrent vivants sur leurs quatre pattes et finissent dans un état absolument méconnaissable. Et ce qui fascine Ford, qui est à la recherche de productivisme, qui a déjà à l'esprit des notions de standardisation, des notions de productivisme, des notions d'automatisation de la chaîne, il va inventer le travail à la chaîne, et il se dit que finalement, selon la manière dont on démembre le corps des animaux, donc selon des gestes extrêmement rapides, extrêmement précis, réalisés par une série de travailleurs et de travailleuses, on pourrait appliquer la même logique technique ce qu'on pourrait appeler remembrement des pièces automobiles, c'est-à-dire la manière dont on monte des voitures. Donc, dès l'origine, il y a une sorte de lien à la fois technique, à la fois conceptuel, extrêmement puissant
consubstantielle entre la manière dont on abat les animaux à l'échelle industrielle et la manière dont on va fabriquer des pièces à l'échelle industrielle toujours, et par l'exploitation de la force de travail des travailleuses et des travailleurs. Et ça, c'est extrêmement important à savoir, puisque ça dit à quel point la braille organique de l'exploitation capitaliste dérive directement des modalités de mise à mort des animaux. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont on doit toujours se souvenir, à la fois par rapport à l'histoire, mais aussi par rapport à la manière dont les choses évoluent aujourd'hui encore. Je vous disais qu'Henry Ford, on le connaît beaucoup pour cette question du caoutchouc, on le connaît beaucoup pour cette invention du travail à la chaîne. On le connaît aussi énormément pour un autre point qui n'est pas sans lien avec la question qui nous occupe actuellement, à savoir le fait qu'Henry Ford a aussi été un inspirateur d'Adolf Hitler. Ce sont des choses qui sont documentées. Dans le Monde Diplo, par exemple, vous pouvez lire un très bel article de Michael Lowy qui revient très longuement sur cette trajectoire-là. Et on voit ici à quel point la question de l'abattage des animaux à l'échelle industrielle, à quel point la propagande antisémite entre les États-Unis et l'Allemagne, à quel point les relations livresques qui existent aussi, puisque Henry Ford avait écrit un certain nombre d'ouvrages antisémites, qu'Adolf Hitler s'est empressé de faire traduire et qu'on retrouvait très fortement, très visiblement exposé dans les bureaux du Parti national socialiste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, par la suite, quand on avance un peu dans le temps et quand on lit les auteurs juifs de l'après 1945, est vraiment à chaque fois signalé. À savoir la manière dont finalement le nazisme a été lui aussi une sorte d'abattage, si on reprend encore une fois les termes employés par ces auteurs juifs de l'après-45, un abattage industriel des populations juives, tziganes, des populations handicapées, des populations distinctes et infériorisées. Donc on voit ici à quel point, encore une fois, de manière assez macabre et assez triste, mais je pense que ça doit plutôt venir nourrir nos élans révolutionnaires et de transformation intransigeante de notre monde actuel, à quel point les choses sont très liées. Et on voit ici cette circularité entre des idéologies mortifères, des idéologies génocidaires, qui s'appuie encore une fois sur la question animale, à la fois pour des questions de technique, pour des questions de mise à mort, pour des questions de pratiques industrielles de tuerie massive, mais aussi toujours sur le plan idéologique, puisque le nazisme, l'idéologie nazie va très rapidement, et encore une fois, ce sont des choses qui sont très documentées par des historiens très connus de l'historiographie, transformer la société allemande en une société animale. C'est-à-dire que progressivement, plus l'idéologie nazie avance, plus elle convertit les esprits à cette idée que finalement les individus humains ne participent pas de la même communauté morale, et plus on voit dans les discours d'Hitler, dans les discours de Goebbels, de Göring, etc., apparaître quelque chose qu'on pourrait qualifier d'allégorie animale, de métaphore animale, autrement dit le véritable peuple allemand, le peuple nordique, le peuple qui est porteur de la race suprême, le peuple qui possède le sang le plus pur, donc le sang qu'il faut absolument préserver, le sang qui ne doit pas se mélanger à d'autres types de sang. C'est le peuple allemand qui est à chaque fois projeté dans une forme de nature charismatique. Donc les Allemandes à l'époque étaient vraiment invités dans des discours dont vous avez déjà certainement entendu parler, dans ces films qui reviennent sur cette gestuelle, sur cette manière de crier, cette manière de s'exprimer des différents chefs nazis entourant Hitler. L'émergence de figures comme celle de l'ours, comme celle du loup, comme celle du taureau, là où, au contraire,
les autres populations infériorisées, donc les populations qui par la suite seront placées en camp de travail forcé puis en camp d'extermination, sont elles aussi des populations animalisées, mais animalisées selon un processus qu'on pourrait qualifier de sous-animalisation, c'est-à-dire comparé à des rats, comparé à des serpents, et puis plus on avance, comparé à de la vermine, à des germes qu'il faut absolument contenir, qu'il faut absolument neutraliser. Donc on a vraiment une société allemande qui, dans sa période de nazification, va être traversée par ce processus d'animalisation. Donc la suranimalisation des individus perçus comme les individus supérieurs. L'arianisation, on pourrait dire, c'est une forme de supériorité animale, et cette supériorité animale, elle entre en résonance avec des phénomènes de sous-animalisation, puisqu'il existerait des sous-animaux qui ne méritent pas de partager la même terre que les animaux supérieurs. Donc vous voyez ici à quel point l'idéologie fasciste est extrêmement imprégnée de cette catégorie animale, et à quel point la vitalité de ce régime-là va s'appuyer sur cette idée selon laquelle, au fond, il faut absolument redéfinir les frontières de l'humanité, qui appelle à redéfinir les frontières de l'animalité elle-même. Donc on a vraiment affaire, comme je le dis souvent, à une forme de condensé, à une forme de cristallisation extrêmement puissante, à la fois sur le plan historique, mais bien évidemment aussi sur le plan politique. Et quand on s'intéresse, comme le présentait Emma, à la question de l'extrême droite, on voit à quel point l'extrême droite essaie de se présenter comme défenseur des animaux, de la même manière qu'on parle d'une démocratie sexuelle, ou d'une démocratie qui aurait à cœur de défendre les droits sexuels. On a affaire aussi assez régulièrement à l'apparition d'une forme de démocratie animale, donc il y aurait des peuples qui auraient à cœur de défendre les droits des animaux par rapport à d'autres peuples qui seraient des peuples barbares, qui eux n'auraient pas de sensibilité, n'auraient pas de capacité à goûter la beauté animale. Donc on voit que ce sont des séparations, ce sont des frontières, ce sont des catégorisations qui à chaque fois font discuter, travestissent cette question de qui appartient à la communauté morale et qui appartient au monde immoral, c'est-à-dire au monde où le corps peut subir absolument tous les traitements, où le mal peut être perpétué et que ce mal apparaisse comme un bien. C'est ça l'idée fondamentale, c'est vraiment cette idée que finalement, produire du crime, ce n'est pas criminel. Produire du crime, ce n'est pas quelque chose qui met en jeu les frontières de notre morale. Alors ma prochaine question était pour Sandra, mais elle s'en va. Elle revient. Donc on parlait tout à l'heure donc de la colonisation au Brésil, mais les mêmes processus sont à l'œuvre donc sur d'autres territoires colonisés. Et toi notamment, tu as vécu en Palestine et tu as pu constater que les mêmes outils de colonisation sont utilisés au Brésil et en Palestine. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Par contre, assez, en 5 minutes, parce qu'on est un petit peu en retard, donc on va essayer pour les 2 dernières prises de parole de faire vite pour qu'il puisse y avoir 2-3 questions du public avant qu'on arrête cette conférence. Oui, j'ai vécu quelques années en Palestine et dès le début, dès le moment où je suis arrivée là-bas, j'étais déjà antispéciste, j'étais déjà engagée dans cette lutte. Ça m'a vraiment frappée de voir les similitudes entre ce que se passe là-bas et au Brésil. Et finalement, tu te dis que le projet colonial n'est pas très créatif. C'est toujours la même chose qui se met en place, toujours les mêmes pratiques. Et c'est ce que j'ai pu voir là-bas, c'est que l'exploitation animale est utilisée, encore une fois, comme outil d'expansion territoriale. Israël est un pays qui mange énormément de viande. Je pense qu'ils sont à 113 kilos de viande par habitant par an, dont plus de 70 kilos juste de poulet. Israël est le pays qui mange le plus de poulet au monde. Et ces fermes, usines d'élevage de poulet, il y en a beaucoup qui sont en Cisjordanie occupée. Donc les forces d'occupation israéliennes vont confisquer des terres. Des fois, les colons y vont d'abord. Donc ils vont voler les terres. Des terres qui sont pour la plupart des terres agraires. Donc là où le peuple palestinien plante leurs aliments de base, donc de la culture végétale.
Et après avoir volé ces terres, les Israéliens, les colons israéliens vont installer des fermes d'élevage industriel, surtout de poulets. Et ce qui est vraiment cruel, c'est que très souvent, c'est les Palestiniens qui ont été dépossédés de leurs terres qui vont travailler dans ces fermes. Et ça aussi, ça me fait penser au Brésil. On a beaucoup d'endroits en Amazonie où les peuples indigènes ont été chassés de leurs terres. Maintenant, il y a des élevages de vaches et il y a des abattoirs. Et très souvent, des personnes indigènes sont obligées d'aller travailler dans ces abattoirs pour tuer les vaches qui occupent aujourd'hui leurs terres volées. Donc, il y a vraiment des choses qui sont très similaire à ce vol de terre, cette surconsommation de viande aussi. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que si les fermes d'élevage de poulets sont plutôt dans la vallée du Jourdain, en bas de la Cisjordanie occupée dans le sud, on voit ce qu'on appelle maintenant même des avant-postes pastorales. Donc c'est vraiment des personnes, des bergers, des colons bergers qui vont s'installer là-bas et qui vont utiliser l'élevage pour prendre de plus en plus de terres au peuple palestinien, pour les isoler et pour agrandir les colonies illégales qui sont déjà là-bas. Donc je suis allée chercher mon téléphone parce que je voulais lire un article que j'ai lu ce matin, parce que peut-être que vous pensez que c'est un peu trop de dire que même Israël utilise l'expansion, l'élevage comme outil d'expansion territoriale. Donc je voudrais vous lire quelque chose qui n'a pas été écrite par une personne antispéciste. Donc c'est pour voir à quel point maintenant c'est vraiment évident comment Israël utilise l'exploitation animale pour voler des terres au peuple palestinien. Donc il y avait un article paru en 2023 sur Le Monde qui s'appelait « En Cisjordanie, les fermes pastorales, nouvel outil d'expansion des colons ». Mais il y a un article plus récent, 2025, en février 2025, dans un site d'information qui s'appelle The New Arab. Et je vais vous lire un petit extrait de cet article qui parle justement de ça, de comment ces fermes pastorales, ces avant-postes pastorales sont utilisées par les colons israéliens pour voler plus de terres. Donc je lis. En l'espace d'une semaine, des colons israéliens fanatiques ont volé plus d'1 millier de têtes de moutons en ayant tué certains à l'est de Ramallah. Les colons israéliens ont également attaqué des bergers dans plusieurs zones au nord et au sud de la Cisjordanie occupée et ont emmené de force leur bétail dans la région. En même temps, les colons israéliens se précipitent pour étendre et établir des avant-postes de colonies pastorales à travers la Cisjordanie occupée, bénéficiant d'un soutien sans faille de la part du gouvernement israélien de droite. Selon la Commission de la résistance aux murs et aux colonies, plus de 70 avant-postes de colonies pastorales ont été établis par des colons sur les terres de la Cisjordanie occupée, en particulier dans les zones orientales. L'objectif de l'établissement de ces avant-postes israéliens est avant tout de relier l'ensemble de colonies israéliennes illégales, d'isoler les villes palestiniennes les unes des autres, de séparer la population palestinienne de ses ressources naturelles et de déplacer et restreindre de force les Palestiniens, en plus de créer des enclaves de colonies légales pour assiéger les communautés palestiniennes et contrôler les ressources naturelles, notamment sur les pentes orientales de la Cisjordanie occupée. Donc on ne peut pas être plus clair de comment l'élevage est un outil d'expansion territoriale il y a 5 siècles et encore aujourd'hui au Brésil comme en Palestine. Merci. Donc, Emma, tu vas avoir la lourde tâche donc, de faire la conclusion politique donc, avec les perspectives que l'on peut avoir à moyen ou long terme sur quelques minutes. Et ensuite, on prendra donc, juste une fournée de questions puisqu'on n'aura pas le temps de faire plus. Merci. Oui, donc je pense que l'un des sujets, c'est justement de faire des animaux un sujet politique à part entière, faire en sorte qu'on élargisse notre cercle de considération jusqu'aux animaux et que donc on les considère dans le champ politique et du coup ça passe notamment par la législation parce que à la fois par exemple être antispéciste et donc être par exemple vegan, végétalien, c'est un engagement qu'on prend en tant qu'individu, mais il faut aussi que l'État prenne sa part dans cette transition vers une société
justement émanciper de la souffrance animale et de l'exploitation animale. Et donc ça passe notamment par la commande publique si on parle de l'alimentation. Donc nous, dans notre programme La France Insoumise, on a un objectif de réduction de 50% des protéines carnées. Donc ça passe par le développement des alternatives végétales. Et évidemment, ça passe par la commande publique avec les cantines, la restauration collective, etc. Il y a aussi l'idée de, dès maintenant, sortir des pires pratiques qui engendrent le plus de souffrance. Donc interdire la corrida, interdire évidemment les élevages et la vente de fourrure, interdire l'élevage intensif, sortir de l'ère des cages, sortir de la pêche industrielle. Donc voilà, commencer par le plus gros des souffrances. Et pour aller petit à petit, évidemment, vers la fin de l'exploitation animale. Enfin, je pense que notre société doit tendre à ça, et ça commence par les sociétés occidentales, en fait, qui n'ont absolument pas besoin de broyer les animaux dans leur existence pour vivre. Et donc, évidemment, c'est un projet politique qui est... Enfin, ça devrait pas être ambitieux, ça devrait être normal, mais on en est tellement loin aujourd'hui, nos sociétés reposent tellement sur l'exploitation animale et sur le fait que ce soit totalement normalisé, qu'on ne le remette pas en question. Donc ce genre de conférence aide aussi à déconstruire ce rapport de domination qu'on a aux animaux et nous aide aussi à réfléchir en quoi c'est totalement connecté à la fois au racisme, au sexisme, à toutes les formes de discrimination. Et en fait, quand on est de gauche, on ne doit pas avoir d'angle mort, on doit réussir à réfléchir toutes les formes d'exploitation et de domination. Celle sur les animaux en fait partie, donc c'est important de réussir à faire tenir tout ensemble pour n'oublier personne. Et donc voilà, on a hâte d'avoir vos questions. Et merci beaucoup encore une fois d'être venus. Alors, qui a des questions? Par contre, il faut qu'elles soient très très courtes, parce que sinon on n'aura pas le temps d'y répondre, tout simplement. Donc, une question qui concerne, parce que vous avez parlé de l'alimentation humaine, c'est aussi la question des animaux de compagnie, où l'alimentation de ces animaux pose aussi problème, puisque c'est la même chose que pour nourrir les humains, d'une certaine manière. Question très générale. Et c'est un commerce qui est en voie de développement, en expansion même. Ok, qui d'autre a une question? Une femme, si possible, pour la parité. Merci beaucoup à vous trois, c'est très intéressant d'avoir trois regards croisés. J'ai une question pour Rita Archi, vous avez parlé des suffragettes. Bon, dans l'écriture de l'histoire du féminisme, leur implication pour le droit des animaux, c'était un plus. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou est-ce que c'est aller trop loin de dire que peut-être justement si ça a été évincé de leur histoire, c'est parce qu'au contraire c'était un moins, c'est-à-dire que ça décrédibilisait d'une certaine façon leur noble combat pour des êtres humains, des femmes, qu'elles se soient intéressées comme des mamies à tout, quoi, si je fais un à la cause sensible et mièvre de l'animal. Quelqu'un d'autre? Une question pour Sandra. Qu'est-ce que tu attends en fait des personnes ici? Tu viens d'un monde qui disparaît. Qu'est-ce que tu attends des personnes ici en Occident? Je vous propose d'y répondre. Si vous commencez. Oui, déjà on n'a pas parlé aujourd'hui spécifiquement des animaux dits domestiques et aussi du rapport à la domestication et le fait aussi ça peut être vu comme le fait d'imposer à des animaux de vivre avec nous. Enfin, il y a aussi toute une réflexion qu'on peut avoir sur notre relation aux animaux dits domestiques et aussi au fait de les élever plutôt que par exemple les adopter comme on peut faire actuellement à la SPA, mais sur leur alimentation. Ça dépend aussi des espèces parce qu'on va considérer que par exemple le chien c'est un animal omnivore comme nous, donc il pourrait être nourri avec une alimentation végétale, hein. Il y a de nombreuses personnes qui font ça, donc on a des croquettes sur ça. Il y a plus de débats sur les chats parce que ce sont des animaux qui sont des carnivores stricts, mais il existe aussi des croquettes pour chats, mais en tout cas il y a d'autres alternatives pour cette alimentation-là, et de manière générale, il y a quand même cette réflexion à avoir sur le fait de vivre avec des animaux domestiques. Je ne réponds pas forcément à la question, mais c'est quand même des réflexions qu'on peut se poser.
mais en tout cas il y a des alternatives à ce qui est fait actuellement, parce que quand on regarde la composition des croquettes pour les animaux dits domestiques, c'est vraiment le pire de l'élevage intensif, c'est des poussins qui sont broyés vivants, c'est aussi de toute façon les parties que les humains ne consomment pas, donc ça va être des os, des tendons, enfin c'est vraiment les déchets de l'industrie de la viande qui sont mis dans l'alimentation des animaux et qui est aussi effectivement à réfléchir. Mais en tout cas, il y a des croquettes véganes qui existent sur le marché. Mais peut-être que vous voulez compléter la réflexion. Oui, très rapidement par rapport à la question des suffragettes, c'est vrai que dans l'histoire des femmes qui ont lutté pour l'émancipation des autres femmes, le fait de manifester, de témoigner une sorte de souci pour la condition animale était quelque chose qui était perçu comme étrange, comme inquiétant, puisque après finalement peut-être que ces femmes elles aimaient plus les animaux qu'elles n'aimaient les hommes, et donc tout ça participait d'une certaine forme de maintien des femmes, dans cette représentation de la femme hystérique, de la misandre, etc. Quand je disais que dans l'historiographie féministe, ces femmes-là et leur combat, on a décorrélé la question animale de leur engagement politique, c'est que souvent, effectivement, on ne percevait pas le lien, ou dans les histoires qui étaient narrées, on ne percevait pas le lien, et donc on pouvait conclure en disant, et puis en plus elles aimaient les animaux, sans considérer que la question de l'émancipation animale était intrinsèque à leur lutte pour la justice sociale et la solidarité. Mais effectivement, que souvent cette question de l'engagement dans la cause animale, d'abord dans les luttes pour la libération des animaux, les femmes sont surreprésentées, donc ça c'est. Mais on considère aussi souvent que c'est une lutte qui ne compte pas, parce que justement c'est une lutte qui est portée par les femmes. Et vous connaissez bien le principe patriarcal qui veut que tout phénomène qui se féminise soit un phénomène qui se dévalorise, et que tout espace qui se masculinise, vous l'avez compris, est un espace qui se valorise. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant, et donc c'est pour ça que j'ai toujours le souci effectivement de dire à quel point les femmes ont libéré les femmes, mais pas seulement, elles ont aussi tenté, travaillé à libérer les animaux. Et c'est extrêmement de le dire aux camarades féministes qui sont présentes, mais qui sont peut-être aussi absentes, parce que justement elles ne font pas cette liaison-là, et c'est important de la faire. J'ai la question la plus dure. Mais je suis contente d'avoir l'occasion de la répondre, parce que si je suis ici, c'est parce que j'attends quelque chose de vous. Aujourd'hui, l'internationalisme passe par l'assiette aussi. Et j'imagine que toutes les personnes ici présentes se disent de gauche. Et je pense que le projet politique de la gauche aussi, c'est un projet de justice, mais qui a oublié et qui oublie toujours une grande partie d'êtres qui n'ont pas accès à la justice. Et je pense que ça va de pair avec le colonialisme peut-être ici. Mais bon, avant d'arriver là, je voudrais juste vous dire que c'est incroyable comment n'importe quelle personne de gauche ici, la personne peut porter des valeurs vraiment incroyables et de liberté et de justice pour tout le monde. Vraiment une personne de gauche, de la gauche radicale même. On commence à parler de la question animale, la personne devient réactionnaire directement. C'est un phénomène incroyable et on n'a plus le temps, en fait. Là, je viens d'un monde qui disparaît, mais il y a plusieurs mondes dans l'autre côté, dans l'autre moitié du globe qui disparaissent en ce moment. On n'a plus le temps. On nous demande toujours d'être patiente et de prendre des gants pour parler aux gens, pour parler brusquer. Et j'essaye de le faire, j'essaye de mon mieux, même si ça devient de plus en plus difficile de voir l'Amazonie qui brûle, le Cerrado qui brûle, la sécheresse. 2023, à Rio, il a fait tellement chaud, il y avait un ressenti de 62 degrés. 62 degrés. Ça, c'est les conditions dans lesquelles on vit déjà au Brésil maintenant. Donc imaginez qui va mourir les premiers, les premières, qui n'a pas accès à des environnements climatisés. Donc, ok, j'essaye de mon mieux, de ne pas paraître agressive, mais c'est très difficile. Donc il y a un monde qui disparaît, de l'autre côté, il y a une gauche
même la gauche, parce que je ne vais pas discuter avec les gens d'extrême droite, mais la gauche qui essaye encore de s'accrocher à son privilège humain, vraiment, et à la domination humaine. Et pour moi, ça, c'est des restes du colonialisme. Le colonialisme est une idéologie, je la vois comme une idéologie de débordement. Ça déborde, ça va aller manger d'autres mondes, ça a besoin de détruire les territoires et les corps qui sont ailleurs pour pouvoir exister. Et quand on a un régime carné, quand on a cette façon de se nourrir que les gens ont ici en France ou en Europe, on a besoin de ce débordement, on a besoin d'écraser, de déborder pour écraser. Et là, je pense que les personnes de gauche, c'est plus qu'un déni, en fait, c'est carrément du négationnisme. Et c'est pareil au Brésil, hein, et même pour les écolos au Brésil aussi. Les personnes écolos deviennent négationnistes quand on parle de l'impact de l'alimentation sur la destruction du monde. Et ce que j'attends de vous, c'est de descendre de ce train colonial qui ça fait déjà trop longtemps que vous êtes dedans. Ça nous mène tous et toutes à notre perte, à la perte du monde. Et vous avez la possibilité de descendre de ce train. Et si je dis que l'internationalisme passe par l'assiette, la solidarité aussi aujourd'hui. Et si l'idéologie coloniale, c'est une idéologie de débordement qui déborde de toutes les frontières pour aller écraser d'autres mondes, moi j'attends de vous une pensée à l'opposé de ça, qui serait une sorte de voir l'idée de se poser des limites comme quelque chose qu'on devrait rechercher. C'est pas triste, c'est pas de la privation. Se poser des limites, c'est la condition nécessaire pour ensuite pouvoir être solidaire de ce monde qui disparaissent. C'est la condition nécessaire pour pouvoir être dans la générosité. On se prive d'une part de gâteau pour que tout le monde en ait une, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que j'attends de vous, c'est ça. Ça ne va pas se faire sans courage. Mais quelle lutte a été construite et gagnée sans courage? Et du coup, je pense que ça parlera aux insoumis qui sont présents, et si on peut résumer ce que tu viens de nous dire, en fait, c'est faisons mieux, comme le dirait Jean-Luc Mélenchon. Donc, merci à toutes et à tous. Donc, pour aller plus loin, ceux qui sont intéressés, vous avez une table d'accueil, vous pouvez laisser vos contacts pour avoir des informations. Il y a des programmes de la France Insoumise, des livrets conditions animales. Vous avez également quelques questions écrites et propositions de loi de nos élus et 2 ou 3 livres de Kautar Archi. Par contre, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y en aura pas pour tout le monde, mais les autres pourront le retrouver à la librairie, tout simplement. Je voudrais remercier le bar à nous pour son accueil. Il reste une buvette qui est ouverte jusqu'à 22h, vegan bien sûr, qui est ouverte jusqu'à 22h. Donc il reste quelques minutes pour en profiter, on pourra échanger avec vous aussi là-bas. Je voudrais remercier les membres du groupe Conditions Animales qui ont aidé à participer à cette conférence, ainsi que les bénévoles. Donc je remercie Traï, Siegfried, Hélène, Elodie, Aurore, Valérie, Florimond et Anne. Et un grand merci donc un grand merci à nos 3 intervenantes, donc Kautar, Sandra et Emma, pour leur participation, et merci à vous toutes et tous d'être venus.